Bonjour, ici la voix de Benjamin Vincent, bienvenue dans Les Voix de la Tech, l'hebdo, épisode 59. Et une nouvelle fois, j'ai un programme passionnant à vous proposer pour décrypter l'actu tech de la semaine avec les voix qui la font. Vous n'avez pas pu y échapper, la taxe Zuckman, tout le monde en parle, ce projet de taxe plancher destiné à celles et ceux dont le patrimoine dépasse 100 millions d'euros, il serait 1800 en France, et qui échappe à un impôt équitable en profitant d'une optimisation fiscale à outrance. La taxe imaginée par l'économiste Gabriel Zuckman permettrait de s'assurer qu'il paye au minimum 2% d'impôts, ce qui permettrait de récolter selon lui entre 15 et 25 milliards d'euros par an. 86% des Français sont pour, selon un sondage IFOP réalisé mercredi pour le PS. Mais Pierre Moscovici, le premier président de la Cour des comptes, parle de taxes nocives. Elle pousserait les gens qui créent de la richesse à quitter la France, selon Emmanuel Capus, le vice-président Les Indépendants de la Commission des finances au Sénat. Tollé également dans la French Tech, où les start-upers et les investisseurs s'inquiètent en dénonçant un poison mortel pour l'écosystème. Mardi soir, Arthur Mensch, CEO et cofondateur de Mistral AI, était l'invité du 20h de France 2 et il a défendu un point de vue qui en a surpris plus d'un. Alors j'ai vu effectivement ce week-end qu'on avait beaucoup parlé de moi contre Zuckman. Alors on risque de décevoir les polémistes. Moi je suis plutôt convaincu qu'il faut plus de justice fiscale en France. Et alors évidemment, il y a un sujet de comment on écrit la loi pour que ça fonctionne. Il y a toujours une tension entre la redistribution dont on a besoin et l'innovation. Et ce qui compte, je pense, c'est la manière dont on doit penser ce débat, et il faut le penser de manière modérée, c'est de faire en sorte que les entrepreneurs aujourd'hui, c'est-à-dire pas nous, mais ceux qui démarrent leur entreprise aujourd'hui, se disent que la France, c'est le bon endroit où créer leur entreprise. Et donc je pense que c'est possible avec plus de justice fiscale, je pense qu'on peut trouver des solutions. Vous dites oui, il faut que les ultra-riches, il faut que, on l'a vu, vous avez avec cette levée de fonds, avec cette valorisation de votre entreprise qui dépasse les 10 milliards, vous seriez dedans, 24 millions, vous pourriez payer ? Je pourrais évidemment pas payer. Vous ne pourriez pas payer, il faut l'expliquer aux gens. C'est que vous faites des levées de fonds, mais vous ne les avez pas en fait, directement. Vous êtes milliardaire, mais virtuellement. Ah oui, effectivement, on fait des levées de fonds, ça valorise l'entreprise et ça ne correspond pas nécessairement à une liquidité. Je pense qu'au-delà de la taxe Zuckman qui a été écrite comme elle est, ce qui est important, c'est d'avoir ce débat et d'avoir ce débat en regardant les deux côtés. Moi, ce que je constate dans les polémiques, c'est qu'une certaine partie de la population prend un seul côté, comme si l'autre n'existait pas, et l'autre fait exactement le contraire. En fait, on ne va pas converger vers quelque chose qui est intéressant si on travaille comme ça. Donc voilà, je l'exprime un peu à titre personnel, mais je pense qu'on peut trouver des solutions qui répondent aux besoins de justice fiscale qui est nécessaire et qui est important dans la population et qui permettent néanmoins à la France de rester aussi compétitive qu'elle l'est aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. Alors pourquoi est-ce que j'ouvre cet épisode 59, me demanderez-vous, avec cette taxe Zuckman ? Eh bien parce que mercredi à Paris, Gabriel Zuckman est venu débattre avec un autre grand économiste, Philippe Aghion. Il est venu défendre son projet de taxe. Le débat vraiment passionnant n'a été ni filmé ni diffusé par France Digital qui organisait l'événement. Mais j'étais là et je vous proposerai tout à l'heure 22 de ces 40 minutes dont vous retrouvez l'intégrale dans le podcast en bonus et sur ma chaîne YouTube. Oui, l'intégrale du débat avec Gabriel Zuckman. Il faut inventer un modèle qui, honnêtement, qui n'est pas le modèle américain, qui est très très différent du modèle inégalitaire avec sa dérive oligarchique et plutocratique. Donc quand on nous dit oh là là, regardez, il faut faire exactement ce que font les Américains, etc. Non, c'est vraiment, il faut inventer un modèle européen fondé sur la solidarité et la coopération. Et la solidarité et la coopération, ça commence, je suis désolé de vous le rappeler, mais ça commence par participer à la solidarité nationale en payant comme tous les autres Français un peu d'impôts. Mais on n'a pas le même point de départ que les États-Unis. Non, mais c'est pour ça que je ne repose pas une grande révolution fiscale. C'est vraiment une toute petite réforme de rien du tout. 2% sur 1800 foyers fiscaux. Je vous l'ai dit, c'est juste parachever ce qui a été commencé il y a un siècle. Un débat donc à écouter en version audio, en bonus dans le flux du podcast et à regarder en version vidéo sur ma chaîne YouTube avec les autres épisodes des Voix de la Tech. C'est le noyau vidéo et audio open source de la majorité des logiciels et des services avec de la vidéo comme VLC, YouTube, TikTok et Google Chrome. Il est même embarqué à bord du robot Persévérance sur Mars pour compresser et envoyer les images sur Terre. Le nom de ce couteau suisse qui fêtera ses 25 ans le 20 décembre et qu'on doit à un Français, Fabrice Bellard,
FFmpeg ou FFmpeg pour les intimes. Avec ses faux airs de vieille guimbarde, FFmpeg cache bien son jeu, lui qui a commencé à intégrer l'IA dès 2018. Au début de l'été, ça vous a peut-être échappé, FFmpeg a sauté un pas majeur en intégrant Whisper, la technologie de reconnaissance vocale et de transcription d'OpenAI en 99 langues à grande échelle. Cofondateur de Coconut, à l'adresse coconut.co, Éric Fontaine. Je te laisse imaginer, je dirais, les horizons que ça ouvre, encore une fois, en termes de, je dirais, déploiement, audience, enfin, c'est colossal, c'est colossal. Et tout ça, encore une fois, j'allais dire, gratuitement. Il ne faut pas l'oublier, c'est que ça fait partie du package FMPEG, même si, encore une fois, c'est un outil qui est orienté tech. N'importe quelle personne qui souhaiterait mettre, je dirais, le nez dedans, s'y intéresser et faire des premiers tests, c'est tout à fait possible, c'est gratuit, c'est open source. Et tout de suite, direction Menlo Park, dans la Silicon Valley, au siège de Meta, pour revenir sur ce qui est l'événement de la semaine sans aucun doute, l'annonce par Mark Zuckerberg des 3 nouvelles lunettes connectées signées Meta, la 2e génération des Ray-Ban Meta, à l'autonomie et au capteur photo-vidéo doublé, les Oakley Meta Vanguard avec leur look futuriste, et surtout les Meta Ray-Ban Display, des lunettes plus épaisses dont le verre droit intègre un écran couleur dont l'interface se pilote avec des gestes détectés par un bracelet neural, sorti le 30 septembre uniquement aux États-Unis dans un premier temps à 799 $ hors taxe. Alors, en attendant leur arrivée en France, début 2026, sans plus de précision, dans un instant, à Menlo Park, je vais retrouver Tom Krikorian, un développeur français, membre du collectif Studio 84, spécialiste de Vision OS et de la réalité augmentée. Tom a assisté à la keynote dans la nuit de mercredi à jeudi, lui qui a démarré dans la XR avec Oculus, racheté par Meta il y a plus de 10 ans. Il tenait à faire partie des premiers à développer pour ce nouvel écosystème. J'en discute avec lui dans un instant. Tom Krikorian, bonjour. Bonjour. C'est vraiment un vrai bonjour, parce qu'il est 7h du matin pour toi en Californie. Tu viens d'assister à la keynote d'ouverture de la conférence MetaConnect 2025 avec Mark Zuckerberg. Tu es développeur français, spécialiste de Vision OS, spécialiste de la XR, la réalité augmentée, et membre aussi du collectif Studio 84 avec notamment Immersive Flashback et Florent Morin qu'on a déjà reçu dans Les Voix de la Tech. C'est un plaisir de t'avoir en ligne depuis la Californie, quelques heures après donc cette keynote de Mark Zuckerberg qui était très très attendue à 2h du matin heure française. Alors Tom, ce que je te propose, avant qu'on discute en détail de ces nouvelles lunettes Meta, Ray-Ban, Oakley & Co, je te propose qu'on regarde de quelle manière Mark Zuckerberg a officialisé ces lunettes assez révolutionnaires qui comportent un écran dans leur verre droit. All right. Now let's check out those glasses I walked on stage with. All right. We have been working on glasses for more than 10 years at Meta. And this is one of those special moments where we get to show you something that we've poured a lot of our lives into and that I just think is different from anything that I've seen anyone else work on. I am really proud of this, and I'm really proud of our team for achieving this. This is Meta Ray-Ban Display. These are glasses with the classic style that you'd expect from Ray-Ban, but they are the first AI glasses with a high-resolution display and a whole new way to interact with them, the Meta Neural Band. That's this guy. All right, now, this isn't a prototype. This is here, it is ready to go, and you're going to be able to buy them in a couple of weeks. Tom Krikorian, alors ta première réaction il y a quelques heures dans la salle de cette keynote de Mark Zuckerberg quand tu as découvert pour de vrai ces lunettes?
Ah bah, c'était impressionnant, de voir, ce début de keynote, où il porte ses lunettes, je pense qu'on attendait tout ça, et ça fait vraiment plaisir que ça y est, on y est enfin, l'ère des lunettes est en train de commencer, on le sent. Et bah, j'ai pas été déçu du côté lunettes, donc je pense que comme beaucoup, côté Meta, je suis assez fan de ce qu'ils font depuis, les Ray-Ban, en fait. Donc là, ils ont quand même annoncé, voilà, 2e génération de Ray-Ban, avec plus de batterie, meilleure qualité, du flux vidéo. On a les Oakley aussi pour les sportifs, que j'ai pu tester. C'est une des seules, paires que j'ai pu tester hier, où il y avait une expérience où tu pouvais faire, du ski, en fait, sur des genres de rails, donc c'était assez cool. Et et surtout, donc les lunettes, donc les smart glass, mais avec un HUD donc c'est pas vraiment, certains diront, c'est pas vraiment des lunettes de réalité augmentée, mais quand même on est sur le chemin, quoi. On va préciser qu'HUD, ça veut dire Heads Up Display. Voilà, Donc, c'est ce qu'on traduit par affichage tête haute. exactement. En fait, ce sont donc des lunettes Meta Ray-Ban connectées qui intègrent en plus un petit écran dans le verre droit. C'est ce qu'on attendait, c'est ce qui s'est confirmé. Ce qui a été quand même impressionnant, c'est que la keynote a commencé directement avec ces lunettes, quand même. Tu as le compte à rebours et là, ça commence avec, quelqu'un qui donc, filme Marc, et All donc on right. suppose, une autre personne, et donc Marc, se lève et d'un coup prend en fait les lunettes qu'il va porter et il y a tout un déroulé où il va en fait, rejoindre, donc le lieu de la conférence. Et donc c'est impressionnant parce que vraiment tu le vois porter, donc les lunettes, avoir son flux vidéo, faire des checks, à plusieurs personnes sur son chemin. Ça, c'était un vrai direct. C'était pas C'était une un vrai vidéo direct. préenregistrée. Ouais. Ouais, exactement. Donc il faut quand même reconnaître que, faire du direct, donc live démo, faut avoir du courage. Google l'a fait, lors de Google I/O. Apple ne le fait pas trop. Et là, pour le coup, vraiment, ce début de keynote a été vraiment à vivre, impressionnant parce qu'on dit voilà, ouais, c'est fou comme ça marche bien, quoi. Hmm. Le Alors, live stream, en tout cas, a été Ouais. super, clair, quoi. en tout cas, celui du début. Alors, on dira un mot des deux moments un peu compliqués qu'a vécu Zuckerberg sur scène. Peut-être qu'il a regretté d'avoir tout fait en live, mais d'abord, concentrons-nous sur ces lunettes, les Ray-Ban Meta Display, donc qui sortent dans quelques jours aux États-Unis, le 30 septembre, au prix auquel on s'attendait, c'est-à-dire $799 hors taxe. En revanche, elle n'arrive en France qu'en début d'année prochaine. Oui, bon, encore une fois, l'Europe arrive après, le reste du monde. Bon, on a l'habitude maintenant, bon, c'est un peu triste. Mais donc oui, ce sera disponible, alors c'est disponible pas directement à l'achat, il faut faire quand même des démos in-store. Donc il faut aller, par exemple à Best Buy ou d'autres enseignes et donc tu demandes à avoir une démo et a priori à la fin de cette démo, tu pourras l'acheter. Donc c'est quand même très limité. Je pense pas qu'on va avoir beaucoup d'unités, produites ou vendues. Les rumeurs, il me semble, c'était entre 100 000 et 200 000. Et en même temps, ça fait sens parce que, bon, certes, c'est encore une fois présenté comme un produit, pour, donc le grand public, mais de ce que j'ai entendu et à vérifier, hein, c'est quand même 1 heure d'autonomie, a priori, quand même. Donc c'est pas non plus quelque chose qu'on peut porter, toute la journée. Donc ça, encore une fois, c'est une première étape vers des lunettes, beaucoup plus puissantes qui arriveront, au fil des années, quoi. Donc je pense que beaucoup de gens qui vont se jeter dessus, voilà, c'est des pionniers, les gens qui veulent construire, pour, préparer au futur de la plateforme. Donc je pense que ça va être beaucoup de développeurs qui vont se mettre dessus. Bon, alors, prenons les sujets les uns après les autres. Ces lunettes et l'écran à l'intérieur. D'abord, ces lunettes, elles sont un petit peu plus épaisses que des Ray-Ban standards. Hein. Oui, oui, quand même. Donc moi, j'ai pu juste, en fait, porter un modèle de test
Mais quand même, c'est assez impressionnant comme, même si c'est plus gros, c'est pas si lourd. C'est quand même agréable à porter, pour les 2 minutes où je les ai portés sur moi et aussi, faut pas oublier que du coup, ça vient avec ce fameux bracelet, donc qui va nous permettre de contrôler, les lunettes, qui est un peu l'autre chose qui était impressionnante, lors de la keynote, c'est, Mmh. on a pu quand même, lors de la démo de Marc, il a pu quand même écrire à la main, comme s'il tenait un stylo en fait, hem, sur une surface, voilà, n'importe, c'était un pupitre, hein, et il commençait à écrire les mots et en live, ça marchait super bien, quoi. Donc vraiment, ils ont réussi à faire une interface naturelle, qui a l'air assez, ouais, bluffante, et qui sera, livrée avec, les lunettes. Voilà, là où le Vision Pro se sert de caméra intégrée au masque pour, détecter les mouvements des mains et des doigts, les lunettes de Meta s'appuient sur ce bracelet. Alors, je sais pas si on dit neuronal ou, Bonne question. en Bah, en oui, donc français, ça analyse quand même, ouais, hein. Enfin, un ça un crée, bracelet avec des capteurs qui détectent, en fait, les micro-mouvements des muscles et donc, les gestes qu'on fait avec les doigts sont captés par, sans doute les tensions musculaires, au niveau du bracelet. Donc les 2 sont indissociables, on est c'est ça. d'accord. Ça a l'air d'être plutôt une réussite d'interface, hein, j'ai l'impression que la réaction était très, très bonne, hein? Oui, oui, et je pense que c'est très intelligent parce qu'encore une fois, on n'est pas tous prêts à dire à voix haute, ce qu'on veut à nos lunettes, donc il y a un besoin de discrétion des fois, et c'est super intelligent et ce qui est beau, c'est que cette technologie, elle est pas nouvelle, hein. En fait, ça date de il y a 10 ans, 2014, il me semble, il y avait, ce qu'on appelait les Mio. Donc Mio, c'était pareil, c'était un bracelet exactement le même, hein, et ce qui a été racheté par, Meta, il me semble bien. Donc en fait, c'est cette technologie qui a pris 10 ans à arriver et trouver un peu son utilité, et je trouve ça très beau quand même qu'on se dise en fait c'est des quand il disait que ça fait 10 ans qu'il bosse sur des lunettes, c'est vrai. Alors l'écran, il est, de qualité assez étonnante. Je sais que tu as pas pu les tester parce qu'il y avait beaucoup trop de monde, qui faisait la queue, mais, Meta annonce un écran de 600 pixels de côté, sur 20 degrés de champ de vision avec une luminosité adaptive de 30 à 5000 nits. 5000 nits, c'est énorme, hein. Mmh. Ouais, donc a priori quand Ça veut même, dire que et je crois que les verres sont polarisés en plus. oui, exactement. Donc la promesse, c'est que tu puisses les utiliser, à la fois à l'intérieur et l'extérieur, en plein soleil, quoi. Ce qui est quand même bien utile, on va pas se mentir. Donc oui, c'est quelque chose quand même de ce niveau, c'est vraiment apprécié pour une première génération. Alors, est-ce que tu peux nous donner une idée de ce qu'on peut faire, de ce qu'on pourra faire avec cet écran dans le verre de cette paire de lunettes? À quoi ça sert? Alors, de ce qu'on a vu, hein, donc de la keynote, donc aujourd'hui, pour info, il y aura plus de sessions, développeurs, donc on pourra voir vraiment tout ce qu'on peut faire à partir de plus tard dans la journée. Mais, ce qu'on a vu, Zuck faire, par exemple, c'est répondre à des appels, voir les notifications de messages, écouter de la musique. On pense que, bah, du coup, il va y avoir quand même un écosystème d'applications, disponible. Donc ça va être très intéressant pour les développeurs de proposer ça. Mais actuellement, oui, je pense qu'on va retrouver beaucoup de fonctionnalités qu'on a, sur les Ray-Ban classiques, où là, on va pouvoir, par contre, avoir un retour visuel. Donc là, on a vu Spotify, on a vu WhatsApp, hem et c'est encore, flou pour moi tout ce qu'on peut vraiment faire avec ces lunettes. Mmh, Mais déjà, on a les fonctionnalités de base qu'on connaît des Ray-Ban, je dirais. Donc c'est ouais, déjà une bonne base. ouais. Il y a évidemment, aussi le retour des photos qu'on prend Oui, et qu'on a c'était le aussi, visuel de la photo qu'on prend avec les lunettes dans les lunettes elles-mêmes et donc il y a aussi cette, nouvelle manière de taper des messages, et c'est une démo, que Mark Zuckerberg a faite pendant la keynote et qui t'a impressionné parce qu'en fait, il écrivait de manière très discrète sans tenir aucun stylo dans les mains, juste du bout des doigts sur la surface de la table. oui, oui.
Et même ça a étonné des personnes. Je me disais: «Mais comment il a écrit, en fait?» Il y a quelqu'un qui s'est posé la question à côté de moi. Je dis: «Mais c'est le bracelet qui capte, en fait». C'est ça qui est fou, c'est que c'est tellement discret et je pense assez nouveau pour beaucoup de monde, que oui, c'est bluffant et c'est d'une précision quand même, assez extraordinaire, hein. Parce que de se dire que juste des mouvements comme si vraiment on écrivait avec un stylo qui n'existe pas et que ça puisse retransmettre, autant bien les mots, heu et on peut se dire que n'importe quelle surface, un peu, c'est notre tablette maintenant. C'est ça qui est beau. Tu parlais d'1 heure d'autonomie, Meta annonce 6 heures. OK, bon, bah, ça, c'est les infos un peu à vérifier. Moi, il me semble que j'ai vu un journaliste parler d'1 heure au final. Je pense que ça dépend, l'usage forcément. Si on fait, 1 heure c'est peut-être 1 heure de live stream, par exemple, qui a été évoqué. Faudrait que je vérifie. Mais je m'attends pas non plus à une autonomie énorme, en fait, c'est suivant les applications qu'on utilise, hein, forcément. Donc 6 heures, je pense que c'est vraiment juste pour les porter, recevoir peut-être des notifications. Mais, j'ai hâte de savoir, ouais, aussi. C'est quoi vraiment les limites en termes de batterie? Alors dans les usages aussi, bon, tu pouvais pas penser à tout évidemment, à tout avoir en tête, mais, il y a évidemment la navigation GPS. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, visualiser le chemin qu'on doit suivre directement, heu, en regardant devant soi, donc dans le verre, des lunettes. Il y a toute la fonction de traduction en temps réel des conversations. Ça, si on parle avec, un interlocuteur étranger, on a, la transcription de ce qu'on entend, écrite dans le verre droit de ses lunettes, ou alors carrément la traduction dans sa propre langue de ce que l'interlocuteur dit dans une langue étrangère. Oui, ça, c'était aussi une partie assez impressionnante, hein. C'est sûr qu'on a toujours eu envie des fois, pendant nos voyages casser la barrière de la langue et ce genre de technologie, c'est juste, incroyable de pouvoir se dire que c'est possible aujourd'hui. Alors, ouais, bien sûr, on a vu, Apple annoncer, par exemple, ce genre de fonctionnalité avec, les AirPods, génération 3. Ouais, Pro, ouais. Donc on sait que ça voilà, on sait que c'est possible chez les autres, mais, encore une fois, Meta, là, le montre un peu en premier avec des lunettes. Heu, il y a eu Google qui a montré, pardon, lors de leur keynote. Mais voilà, ça arrive. Ça arrive, et je pense que c'est une fonctionnalité qui va être très utile. Alors, je me permets une question, Tom. Toi qui es développeur, visionOS, qu'est-ce que tu faisais à Meta Connect? Oui, bonne question. Alors bon, j'ai quand Non, même, mais je comme tu je as je te évoqué, taquine, hein. Je oui, te oui, taquine, mais évidemment. c'est une question qui se pose parce que c'est vrai que je suis plus connu, depuis, je dirais 2 ans et la sortie du Vision Pro pour, être vraiment expert, visionOS. Mais avant ça, bon, c'est vrai que je suis, dans la réalité virtuelle depuis des années, donc moi, j'ai commencé avec Oculus, en fait, donc Mmh. Meta, ça fait partie, de quasiment, les 3/4 de ma carrière. Je connais beaucoup de monde de l'écosystème, et qui sont encore beaucoup chez Meta, On va rappeler et que Meta a acheté Oculus il y a, des années, hein. oui, donc en parallèle donc de visionOS, j'ai quand même tenté, pendant plusieurs mois de me lancer sur leur SDK, natif, qui s'appelle Meta Spatial SDK, donc qui permet de faire des applications, 2D et 3D, sans utiliser, un peu la référence aujourd'hui, c'est le moteur Unity 3D, ça s'appelle. Donc là, c'est vraiment une autre manière de faire des apps qui est en train de pousser, donc Meta. Donc je m'étais beaucoup intéressé sur ça, j'avais beaucoup posté, sur ce sujet pendant un moment et après bon, j'ai arrêté parce que je voyais pas trop Mmh. d'intérêt, et j'avais pas de clients, en fait, et ce qui me fait vivre aujourd'hui, c'est visionOS, Vision Pro, tout simplement. Mais j'ai été surpris d'être invité parce que je j'ai pas demandé à être invité, hein. J'ai été invité, je pense pour, mon parcours et mon intérêt, passé pour, ces futurs SDK, qui vont se retrouver pour les lunettes, en fait, aussi, hein, ce genre de SDK un peu natif, hem, C'est la question que je voulais te donc poser. On attendait, aussi du côté des développeurs, des signes d'ouverture, aux développeurs tiers pour que vous puissiez, venir alimenter, ces nouveaux produits.
avec des applications tierces, pas seulement celles de Spotify ou de Audible, quoi, avec qui Meta a un accord particulier. Est-ce que là-dessus, vous avez eu des réponses, des garanties, un calendrier, des outils déjà Pas du tout. Alors ça va être ce matin. Donc il y a la keynote développeur qui sera à 10 heures du matin, donc un peu plus de 2 heures pour moi. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu un peu du teasing de développeurs kit pour les lunettes. Donc on sait qu'on va pouvoir développer pour ces lunettes. Ça a été même, oui, je pense, ça a été confirmé pendant la keynote. Mais on aura vraiment tous les détails voilà, aujourd'hui. D'accord. Et j'ai Donc hâte il de y voir aura. un peu les limites. Ouais, ouais. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en tant que développeur, on va pouvoir développer parce que c'était un peu le souci, comme tu dis, des Ray-Ban avant, c'est qu'en tant que développeur, on n'avait accès à rien en fait. Donc pour moi, j'avais aucun intérêt, par exemple, à me lancer sur des produits Meta aujourd'hui sur les lunettes parce que je pouvais rien faire. Et c'était un peu c'est un peu ce que j'attendais aussi de cet événement, c'est de me dire, ok, bah il y a des lunettes et je peux développer pour. Ouais. Donc d'entrer dans une forme de diversification de ton activité. Oui, oui, ben Ouais. c'est sûr que en tant qu'entrepreneur, bon là je suis freelance. Peut pas non plus faire forcément que du Vision Pro, enfin, faut aussi pouvoir se diversifier et tout simplement aussi, Apple ne fait pas de lunettes, et c'est un sujet qui est crucial pour moi et donc forcément c'est quelque chose que j'ai envie d'explorer. Alors justement, c'est un sujet intéressant. On avait Mark Gurman dans iWeek, la semaine Apple, mon autre podcast, il y a un peu plus de 15 jours. Euh, Selon lui, les lunettes Apple, c'est pour dans 12 à 16 mois, autrement dit, à la fin 2026. Mais ce qu'il a dit, c'est que ce ne sera pas l'équivalent de ce que Meta a présenté il y a quelques heures. C'est-à-dire que ce ne seront pas des lunettes avec un écran intégré. Ce serait plus proche des Meta Ray-Ban première ou deuxième génération, c'est-à-dire des lunettes connectées à l'iPhone avec des haut-parleurs et une caméra, mais pas d'écran. Mmh. Est-ce que ça, c'est un Ouais, problème pour toi que Apple arrive, allez, au mieux dans un an, avec des lunettes qui seront l'équivalent des lunettes d'il y a 2 ans chez Meta? c'est vrai qu'au premier abord, ça peut paraître inquiétant parce qu'encore une fois, on se dit Apple, arrive après les autres, on va dire, la promesse avec Apple, c'est un peu qu'ils arrivent, mais avec quelque chose de beaucoup mieux, et qui change tout. Je pense qu'il faut pas sous-estimer Apple là-dessus. Clairement, c'est encore trop tôt avec, les Ray-Ban Display de savoir vraiment les limites. Est-ce que vraiment ça tient niveau autonomie? Est-ce que l'écran est si bien que ça avec juste un œil aussi? C'est la grosse question. Et s'ils arrivent, bon, c'est vrai qu'arriver dans un an, avec juste des Ray-Ban, version Apple, on se dit: «Bon, ils sont un peu en retard», mais là, il y a aussi, je pense Gurman, l'a évoqué, c'est que les lunettes AR arriveraient plus vers 2028-2029, il me semble aussi, selon les dernières rumeurs. Ça paraît long, mais en même temps, ça prend du temps, en fait, cette technologie, hein. On voit aussi avec le Vision Pro, le Quest, enfin, c'est pas aussi rapide que ça de développer, Ouais. miniaturiser tout ça et le faire bien. Il y a aussi les problématiques, avec l'IA, je pense que Apple a beaucoup de choses à faire avec leurs puces, faut pas oublier quand même que Meta, ils contrôlent pas leur écosystème entièrement. Apple, eux, ils ont l'iPhone, ils produisent eux-mêmes leurs puces. Alors je sais que Meta, part dans cette direction aussi, bien sûr, mais je pense qu'on peut être Mm. agréablement surpris par Apple. Donc encore une fois, ça risque d'arriver après et peut-être très longtemps après, mais ça risque d'être, un peu une nouvelle référence. Est-ce que tu sens, là, en étant sur place, tout près du siège de Meta, que c'est en train et ça va devenir le nouveau cœur de la bataille des géants de la tech, que ça va de moins en moins se porter sur les smartphones et ça va de plus en plus concerner des objets du quotidien comme les lunettes, plus que les masques d'ailleurs. Oui. Bah,
Ouais, on va peut-être commencer par les masques, mais c'est vrai que les masques, par exemple, pour moi, ça va rester très niche parce que c'est un truc qui isole, qui est pas forcément. Ça va être utile pour plein de choses. Les vidéos immersives, par exemple, tu vois, ils ont Mmh. présenté Horizon TV, on n'a pas évoqué, avec James Cameron. Mais bon, il y a cette partie-là où je pense que ça va quand même évoluer, ça va rester un marché intéressant. Mais en fait, ce que veulent vraiment les gens, oui, c'est des lunettes. Et je pense qu'il y a vraiment une direction qui est en train d'être prise par les géants de la tech. C'est un peu qu'on oublie nos smartphones, et ça me fait penser, notamment, bah, tu Mmh. sais, Johnny Ive qui a quitté Apple pour faire, a priori des devices, pour ne plus avoir besoin de smartphone et utiliser l'IA Chez et OpenAI Kyle l'année prochaine, ouais. ouais, voilà et je pense vraiment que les lunettes, c'est le device parfait pour l'IA, en fait, pour plein de choses, Ouais. et tout le monde en a conscience, dans ces géants de la tech et on le voit, oui, c'est un peu le gros prochain combat, c'est sûr. Ouais. Mais pendant très longtemps, ça va rester, comment dire, lié à nos smartphones, hein. Mmh. Ça va prendre beaucoup de temps de un peu s'émanciper de ce smartphone et peut-être qu'on aura toujours besoin d'un petit truc dans notre poche pour avoir le calcul, en fait, donc qui sera peut-être pas possible entièrement sur les lunettes. Est-ce que tu as le sentiment qu'avec cette, keynote de MetaConnect 2025, pour la première fois peut-être, heu, chez Apple, il y avait un sentiment d'inquiétude de ce qui allait être, annoncé ou confirmé par Meta? Difficile à dire, je pense Ou une que quand même, préoccupation en tout cas, ouais. ouais, je pense qu'il y a des préoccupations parce que Apple se prend beaucoup dans la gueule, pour leur retard sur l'IA, là, peut-être, ils vont se prendre beaucoup dans la gueule pour leur retard sur les lunettes. Heu, Encore une fois, c'est comme je dis, il y a 2 salles, 2 ambiances, c'est-à-dire que Apple est très prudent, et ils ne vont pas montrer comme Meta leur prototype. Ils vont pas sortir ils vont pas faire des démos qui plantent, voilà, c'est pas, trop dans leur ADN aujourd'hui. Mmh. Ça, c'est vrai que c'est peut-être regrettable, de pas prendre autant de risques, ou en tout cas, faudrait qu'ils en prennent peut-être un peu plus, je pense, oui. Heu, mais je pense que ce qu'ils ont en prototype et ils ont des choses quand même à apporter, qu'ils montrent pas. Je pense qu'il faut vraiment, encore une fois, pas les sous-estimer là-dessus, mais c'est pas pour autant qu'ils devraient pas s'inquiéter quand même. Je pense que, au même titre que quand ils ont sorti le Vision Pro, je trouve que ça a un peu, heu, relancé Meta à faire un meilleur OS pour leur casque et ça a un peu relancé la compétition. Je pense que c'est très bon ce qui se passe pour tout le monde avec Google, Meta, Apple, que ça lève vraiment le standard, de ce qu'on attend d'eux, là, il est en train de monter, et j'espère qu'Apple va un peu se dire: «OK, bon là, on va sortir un truc, on va prendre plus de risques». Ça vaut le coup. Mmh. Je pense ça vaudrait le coup qu'ils prennent plus de risques. Tom Krikorian, bah, merci beaucoup d'avoir participé, cette semaine aux Voix de la Tech depuis donc, Menlo Park en Californie, où tu assistes à cette conférence MetaConnect, 2025. Bonne conférence donc, consacrée, au développement, hein. Ça, c'est vraiment le cœur de ta visite, cette semaine, là-bas dans la Silicon Valley, dont je rappelle que tu es un spécialiste de vision OS de la réalité étendue. Et on te retrouve notamment au sein du Studio 84, ce collectif avec, notamment Immersive Flashback et Morin Innovation. L'adresse de ton site pour te contacter si on le souhaite? Tab to Tap, ouais, c'est Tab, Tab to donc Tap. pour la touche tabulation, voilà, tabtotap.com. Super Tom, merci beaucoup et à bientôt. Merci Bon beaucoup. retour. À suivre les 22 meilleures minutes du débat que j'ai capté pour vous entre Gabriel Zucman et un autre économiste éminent, Philippe Aghion, et puis Éric Fontaine à propos de la révolution pour FFmpeg qui intègre Whisper, le moteur de transcription et de traduction audio vers texte d'OpenAI depuis sa version 8.0.
Auparavant, les nouvelles dans le monde de la tech, et je commence par ces nouvelles de la version immersive du défilé du 14 juillet dernier, produite par Immersive Flashback. Souvenez-vous, Sixteen Rose, Frank David Cohen, ils étaient mes invités le 18 juillet dans l'épisode 51. Eh bien, les 8 minutes du montage final ont été présentées officiellement ce mardi matin à l'Élysée. Emmanuel Macron et la Première Dame auraient adoré l'expérience, d'après ce que j'ai compris. Rappelons que l'équipe d'Immersive Flashback avait convaincu le président de la République de placer une caméra Blackmagic Ursa Ciné Immersive sur son commande-car juste derrière lui pour capturer toute la descente des Champs-Élysées en immersif, mais aussi dans la tribune présidentielle. Cela donne un film immersif de 8 minutes que j'ai donc pu découvrir ce vendredi matin en avant-première dans le Vision Pro d'Apple. Et c'est vraiment une expérience extraordinaire que je vous conseille. Ce 14 juillet, avec le président de la République en immersif, est visible ce week-end à l'Élysée pour les visiteurs des Journées du patrimoine. 15 Vision Pro ont été installés dans les jardins. Il va donc y avoir des rotations tout le week-end. Maintenant, l'hypothèse d'une sortie du film sur les plateformes et notamment sur Apple TV+, reste ouverte. J'ai même l'impression qu'on s'en approche, même si officiellement rien n'est décidé. Gary Shapiro, le grand patron du CES de Las Vegas, était à Paris ce mercredi à l'occasion du France Digital Day 2025 et d'un partenariat renouvelé entre les deux événements. Je lui ai demandé de me définir la situation actuelle du monde de la tech aux États-Unis après 8 mois de présidence Trump, deuxième mandat. Well, the Trump policy on innovation has been very strongly positive. They've kept up the policies for the most part. From Obama to Trump to Biden to Trump, they've all focused on artificial intelligence, as well as robotics and quantum. Trump certainly has switched the U.S. a little bit away from electric and more towards self-driving or autonomous vehicles. But generally, the policy consistency has been strong. President Trump and the vice president here in Europe gave very strong speeches favoring artificial intelligence and a focus in a very meaningful, positive way. Not necessarily saying we're throwing money at it, but we're supporting of education and the resources and the legal landscape so that artificial intelligence at the entrepreneurial and the big company level will be encouraged. In terms of the trade policy, that's been less helpful. Honestly, we've been very clear that as an American trade association, long committed to free trade, and our relationships is so important with Europe, the EU and France specifically, as well as our fellow democracies around the world with Japan and Korea, Australia, Canada, New Zealand, those that value liberty and democracy should be working together with free trade with hopefully zero tariffs. We're still trying to convince the Trump administration that's the way to go. We're a little encouraged that there was at least a deal with Europe that solved some of the discrepancies and the very large tariffs, but we're looking for long-term stability, and low to zero tariffs going both ways. And we think, working together between the allied countries that believe in democracy will be able to do a really good job and deal with the reality that China has the advantage of no privacy, huge data, a focus on AI, and a lot of very, very trained engineers. So it's a globally competitive marketplace, and we want to stick with democracy and liberty and our friends around the world. Gary Shapiro qui sera de retour dans les voies de la tech courant décembre pour nous présenter l'édition 2026 du CES qui se tiendra comme d'habitude à Las Vegas. Ce sera du 6 au 9 janvier prochain. Le doublage automatisé avec clonage de la voix et resynchronisation des mouvements de la bouche arrive sur YouTube, d'abord du français vers l'anglais, avant toutes les autres langues. C'est l'une des annonces réalisées par la plateforme de streaming de Google lors de son événement Made On cette semaine. Une technologie comme celle de Lipit, devenue Equos, dont on vous parlait dans les voies de la tech il y a presque un an. Écoutez et regardez si vous êtes devant la version vidéo Pedro Pina, le vice-président de YouTube en Europe, avec cette démonstration de l'anglais vers l'allemand. Hello. We have just announced a bunch of incredible features that will make creation on YouTube even more rewarding. And perhaps what I'm most excited about is our Lip Sync Pilot Program. Dadurch wird unsere bestehende Autodubbing-Funktion auf ein völlig neues Niveau gehoben. Diese Funktion wird also englischsprachigen YouTubern helfen, Videos auf Spanisch und Portugiesisch
sowie von Deutsch, Französisch, Spanisch und Portugiesisch ins Englische zu erstellen. And this is just one of the many incredible features and updates we announced at Made on YouTube just yesterday. And oh, VO3 is now on Shorts. That's right, DeepMind's VO3 Fast model has been customized for Shorts, and we'll begin rolling it out today in the UK, Canada, the US, Australia, and New Zealand. Ah oui, c'est assez impressionnant. Autres annonces, l'arrivée de l'A/B testing pour comparer 3 vignettes et 3 titres pour chaque vidéo avec une estimation de la durée de visionnage qui sera générée par chacun d'eux. Les collaborations croisées pour créer de l'autopromo entre créateurs de contenu, jusqu'à 5 peuvent être associés à une vidéo. Le dual stream ou la possibilité de streamer à la fois en vertical et en 16/9 avec un chat unique, ça c'est pour contrer Twitch évidemment. La détection des temps forts par l'IA pour créer des shorts à partir d'un live ou d'un podcast. Enfin, les créateurs qui le souhaitent pourront accéder à l'outil YouTube de détection de ressemblance pour identifier les vidéos faites en IA qui reprennent leurs images. YouTube qui déclare avoir reversé 100 milliards de dollars ces 4 dernières années aux créateurs de contenu et aux médias. Et certains s'inquiètent des conséquences environnementales de cette utilisation massive de l'IA par YouTube, rien que pour la traduction automatisée, sachant que 500 heures de vidéos sont uploadées chaque minute sur YouTube. Apple Sport est enfin disponible en France ainsi qu'en Autriche, Allemagne, Islande, Irlande, Italie, Portugal et Suisse. Idéal pour suivre l'évolution d'un score en direct grâce à un widget sur votre iPhone, votre iPad ou votre Mac. Enfin, première d'Adobe arrivera sur iPhone le 30 septembre et la version iPhone du logiciel de montage vidéo annoncée comme un CapCut killer sera gratuite. Seuls les éventuels crédits nécessaires pour l'IA générative d'Adobe, Firefly, seront payants, sauf à disposer d'un abonnement Creative Cloud. En ce qui me concerne, j'ai vraiment très hâte de l'essayer. Allez, dans un instant, les 22 meilleures minutes sur 40 du débat que j'ai filmé et que je vous propose en bonus audio et sur ma chaîne YouTube avec Gabriel Zucman à propos de son projet de taxe. C'est lui que vous allez entendre en premier, avant son contradicteur, autre économiste, Philippe Aguillon, professeur au Collège de France, à l'INSEAD et à la London School of Economics. Un débat modéré par Maya Noël, présidente de France Digital, et Frédéric Mazella, fondateur de Blablacar et coprésident de France Digital. On attaque donc direct avec Gabriel Zucman. Évidemment, je comprends les craintes qui peuvent s'exprimer au sujet de l'impact potentiel de cette taxe sur la croissance et l'innovation. Alors, plusieurs choses. D'abord, il faut rappeler de quoi on parle. On parle d'un impôt minimum à un taux de 2% sur la fortune des foyers fiscaux. Il ne s'agit pas de taxer les entreprises, il s'agit de taxer des personnes qui ont plus de 100 millions d'euros de patrimoine. D'accord ? À peu près 1800 contribuables. Et le dispositif consiste simplement à dire, si vous payez déjà suffisamment d'impôts sur le revenu, vous n'avez rien de plus à payer. Mais si vous payez trop peu, eh ben, vous allez devoir payer le complément pour arriver à 2%. Et la proposition que je défends, elle consiste simplement à parachever la création de l'impôt sur le revenu, puisque ce que les études ont démontré, c'est qu'aujourd'hui, les milliardaires, pour l'essentiel, ils ne le payent pas, ou presque pas, cet impôt sur le revenu. Et donc, cette proposition, c'est juste leur dire, il faut que vous rentriez, vous, les milliardaires, dans le champ de l'impôt sur le revenu, dans le champ de la solidarité nationale, dont vous vous exonérez à l'heure actuelle. Moi, le seul problème que j'ai avec le dispositif que propose Gabriel, c'est que ça inclut l'outil de travail. Et la question que je me pose, c'est est-ce que c'est juste de taxer un patrimoine professionnel dont la valorisation est très volatile et non réalisée? Si l'objectif est vraiment celui de contrer l'optimisation fiscale, qui passe beaucoup par le cantonnement des profits au sein de holdings patrimoniales, pourquoi viser des start-up à forte valorisation, mais pas encore profitables? Et ça, c'est le problème, c'est parce que, par exemple, aujourd'hui, très concrètement, il y a la révolution de l'IA. La France est un pays qui peut jouer un rôle très important dans cette révolution. Nous avons les meilleurs mathématiciens, les meilleurs informaticiens, les meilleurs ingénieurs. Et nous pouvons jouer un rôle. On a le sommet IA, c'est nous qui l'avons fait en février. Nous pouvons jouer un rôle majeur dans cette révolution. Je ne voudrais pas que la France manque la révolution de l'IA
et que l'Europe ne rattrape pas les États-Unis en termes de PIB par tête, parce que nous décourageons des gens comme Arthur Manch ou d'autres qui démarrent quelque chose, qui n'ont rien réalisé du tout, c'est simplement la richesse est d'une pure valorisation, et qui soient obligés de faire entrer l'État dans le capital, ou de vendre aux Chinois, ou de vendre pour pouvoir payer leur impôt. Donc moi, je veux un impôt distributif, je veux que les plus fortunés soient mis à contribution, peut-être encore davantage qu'ils le sont maintenant, mais je ne veux pas que ceux qui font la révolution de l'IA partent ailleurs qu'en France. Je ne veux pas que M. Arthur Manch quitte la France, ou d'autres qui sont dans cette révolution, parce que la France peut jouer vraiment un rôle. On a manqué en grande partie la révolution d'éthique, des technologies de l'information. Je ne veux pas qu'on monte la révolution de l'intelligence artificielle. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec un impôt de 2% sur les très grandes fortunes, on ne parle pas de 20%, on ne parle pas de 90%, on parle simplement de demander aux milliardaires ou éventuellement aux centimillionnaires de ne pas payer moins que le reste de la population, de ne pas payer moins que les classes moyennes, de ne pas payer moins que les classes populaires. C'est difficile de voir quelque chose dans l'expérience historique ou internationale qui laisserait penser que ça va conduire à une forme de baisse de la croissance ou de l'investissement. Parce qu'encore une fois, avec cet argent, ce n'est pas que la puissance publique va le brûler, va le dilapider. On veut, Philippe Aghion, comme moi, qu'il aille dans l'éducation, dans l'université, dans la recherche, dans les savoirs, dans ce qui va être le cœur au XXIe siècle de notre attractivité, de notre productivité et de notre croissance. Si tu fais ta taxe uniquement en France, mais je veux dire, la tentation de partir en Belgique ou de partir ailleurs, donc tu ne peux faire ta taxe que si tu l'as fait au niveau européen. Tu ne peux pas faire la taxe Zuckman en France seulement. C'est pas pensable. Tu peux la faire au niveau global ou au niveau européen. Patrick Weil ou d'autres ont pensé à des choses qui seraient faisables. Quand tu as par exemple pensé sur les multinationales, ça c'était très très bien, parce que c'était international. Je pense qu'il faut aller dans des directions comme ça, parce que si tu fais ça en France seulement, la France va apparaître comme un pays très gaulois au bon sens du terme, mais très, très différent des autres pays européens. Et c'est tellement facile de quitter la France pour aller en Belgique, pour aller à Milan, etc. Donc tu ne peux concevoir une taxe comme ça. D'abord, moi, je pense que l'outil de travail et les startups, c'est un vrai sujet. Et je pense que le deuxième sujet, c'est que de la faire en France seule, ça va rendre que là, un des grands acquis des 10 dernières années, c'est que l'attractivité de la France a augmenté pour les investisseurs étrangers. Tu mets ta taxe uniquement en France en disant, pour être sûr qu'elle est payée, je vais mettre une taxe globale à l'américaine en France seulement. Tu vas transformer la France en prison fiscale et tu vas rendre la France, tu vas faire tomber l'attractivité de la France. Donc tu ne peux faire ça qu'à un niveau européen. Je ne vois pas une taxe Zuckman française purement. Donc il y a les deux sujets, si tu veux. Tu as le sujet start-up et tu as le sujet global. Alors, je vais répondre rapidement, parce que moi, je suis pour que la taxe soit européenne et mondiale, bien sûr. Et je pense que si la France l'adopterait, on augmenterait grandement nos chances qu'elle devienne assez vite européenne et à terme mondiale. Mais simplement, moi, j'aimerais poser une question à Philippe Aghion ou au public, qui est la question suivante. Est-ce qu'au moment, vous qui connaissez l'innovation, est-ce qu'une personne de 20 ans, de 25 ans, de 30 ans, qui réfléchit à créer son entreprise, qui se dit « mais j'ai des idées pour révolutionner l'intelligence artificielle », est-ce que cette personne se dit « oh là là, il y a une chose qui m'inquiète. J'hésite à me lancer dans l'entrepreneuriat ou j'hésite à déménager à Singapour parce que je suis vraiment préoccupé par le montant d'impôts que je vais avoir à payer quand je serai milliardaire. » Quand je serai milliardaire. Alors, d'accord. Dans ce cas-là, je suis content que vous l'admettiez. Je suis content que vous admettiez que dans ce cas-là, vous êtes préoccupé. Au bout de mon raisonnement, c'est vraiment important parce que je n'ai jamais entendu ce discours de toute ma vie. J'ai enseigné 10 ans à l'université de Berkeley en Californie. J'ai rencontré des dizaines, je pense des centaines de créateurs d'entreprises. J'ai enseigné à des milliers d'étudiants. C'est une très grande université, il y a 40 000 étudiants. Des centaines, des milliers ensuite ont été travaillés, des étudiants dans la tech, ont créé leur entreprise pendant 10 ans. Pas un seul ne m'a jamais dit « Écoutez, moi, professeur, j'ai une super idée, je veux me lancer dans l'entrepreneuriat, mais alors, vos projets fiscaux, et j'en ai porté aux États-Unis, de taxation des milliardaires, ils me découragent. Moi, ce qui m'inquiète, c'est les impôts que je vais payer.
quand j'aurai 1 milliard de dollars et de devoir payer qu'il y a une ourson sur ma fortune. Et donc là, si vous me dites que ça vous décourage, là, c'est quand même se mettre dans une posture de sécession vis-à-vis de la solidarité nationale qui est encore plus extrême que ce qu'on peut entendre dans la Silicon Valley d'aujourd'hui, qui a déjà été assez loin dans le discours anti-État, anti-redistribution et contre la justice fiscale. Mais je voulais juste quand même répondre à ça. C'est-à-dire que le problème, c'est pas du « je suis un milliardaire ». Je suis quelqu'un qui crée une entreprise. Mistral valorisé à 12 milliards d'euros. Mais il y a d'autres entreprises. Et pour le moment, je dégage peu de bénéfices ou pas de bénéfices. Et le peu de bénéfices que je dégage, je veux le réinvestir dans l'entreprise. Parce qu'il y a une course, parce qu'il y en a d'autres qui sont des concurrents. Donc je dois innover. Je ne veux pas avoir à vendre des actions en catastrophe, parce que les actions d'une entreprise d'un côté, elles sont illiquides, et de les vendre à l'État ou à des gens de Chine ou à des gens d'ailleurs, j'avais rien contre les Chinois, pour pouvoir payer mes impôts. C'est ça qui, pour moi, ça ne fait pas sens, Gabriel. Je comprends ce que tu dis. Les naïfs doivent contribuer, mais si tu es quelqu'un qui démarre une boîte et est très valorisé, tu n'es pas un homme riche, tu n'as pas les revenus. Tu comprends? Donc là, de lui demander de vendre des actions payées, pour moi, ça ne le fait pas. On ne peut pas créer une hiérarchie dans dans le mérite qui serait telle que les fortunes de 1 milliard, 10 milliards, 100 milliards seraient tellement méritantes, tellement au-dessus des autres, qu'elles sortiraient du champ de la solidarité nationale. Ça ne fonctionne pas parce que c'est simplement une attaque trop profonde contre nos idéaux méritocratiques et démocratiques fondamentaux, contre nos principes essentiels qui sont inscrits dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui pose le principe d'égalité devant l'impôt. Le sens du dispositif que je propose, c'est pas le grand soir fiscal, c'est pas faire payer les riches, c'est pas décourager l'entrepreneuriat, ça n'a rien à voir avec ça. C'est de mettre en conformité nos lois fiscales avec le principe fondamental d'égalité devant l'impôt, qui dit que les plus riches ne devraient pas pouvoir payer moins que les autres catégories sociales. Et une fois qu'on a posé ce principe, on comprend que, compte tenu du fait que les très grandes fortunes aujourd'hui ne payent quasiment pas d'impôt sur le revenu, il faut un mécanisme correctif de taux minimum. Et on peut discuter des modalités. Parce que tout le débat qu'on a, c'est dans les cas rares, mais réels, où il y a des très grandes fortunes, 1 milliard ou plus, qui ne génèrent pas encore de liquidité, parce que leur patrimoine, c'est des actions d'une entreprise qui ne fait pas encore de bénéfices. Dans ce cas-là, comment est-ce qu'on s'assure que les personnes en question puissent payer? Donc ça, c'est un débat important, et il y a tout un tas de possibilités, de modalités dont il faut parler. J'ai fait une proposition qui interdirait la possibilité qui a l'air de vous inquiéter, Philippe Aghion, de revente à des non-résidents. Moi, ce que je dis, c'est simple, c'est si les contribuables, tout, je n'en veux pas revendre. Pas de revente. Je veux garder mes actions. Je veux être propriétaire d'une entreprise. Je veux tousser mon entreprise moi-même. Pourquoi je dois revendre des actions? Pourquoi? Parce que je n'ai pas de valeur, je n'ai pas de cash flow. Pourquoi? Parce que si vous avez 1 milliard, mais il n'est pas là. Vous avez une capacité contributive, vous ne pouvez pas sortir de la société, c'est pas possible. Il y a un moment où, quand vous êtes à ce niveau de richesse, vous devez être dans le champ de la solidarité nationale. Vous ne pouvez pas vous en extraire. Mais simplement, on ne va pas vous demander de générer des liquidités qui n'existent pas. Il y a différentes façons de faire. Vous pouvez emprunter si vous voulez. Vous pouvez... Non, mais alors, vous... Oui, et Piketty dit que tu donnes à tes employés. Laissez-moi finir. Parce que tous ces débats sur l'illiquidité, on les a eus aux États-Unis en 2019. Et l'exemple qui était utilisé tout le temps, c'était Elon Musk. Vous connaissez Elon Musk? Oh, il n'y a pas de liquidité. Toute sa fortune, c'est virtuel. Il ne peut rien en faire. Et puis tout d'un coup, il s'est réveillé et il s'est dit « Ah bah, je vais racheter Twitter. » Ah, la liquidité, elle s'est matérialisée tout d'un coup. Des dizaines de milliards de dollars comme ça d'un claquement de doigts. Il a racheté Twitter. Il l'a transformé en un outil au service de Trump, au service d'un projet réactionnaire mondial jusqu'à venir soutenir
le parti néo-nazi allemand. Vous croyez que ça n'a pas de conséquences réelles? Cette richesse virtuelle, elle a des conséquences extrêmement réelles. Donc, oui, laissez-moi finir mon raisonnement. C'est vrai qu'on est tous La deuxième chose, non mais c'est pour dire que cet argument que la richesse n'existe pas et qu'il n'y a que le revenu qui existe, il est faux. La richesse, elle existe et la grande richesse, c'est un grand pouvoir. Et la concentration extrême des richesses, c'est une concentration extrême des pouvoirs. Et quand elle est trop extrême, eh bien ça vient affaiblir nos démocraties. Et donc, la dernière chose, c'est que je propose simplement que si les contribuables souhaitent, ils puissent payer l'impôt minimum de 2% en nature, c'est-à-dire avec des actions de leur entreprise. Je sais que c'est pénible de payer des impôts, mais vous voyez, les Français, ils payent beaucoup d'impôts. C'est pénible aussi pour la caissière de supermarché de payer des impôts, de payer de la CSG 10% prélevée à la source sur ses salaires, de devoir payer 20% de TVA quand elle va faire ses courses. Alors oui, quand on a 100 millions, quand on a 1 milliard, quand on a 10 milliards, ça va être un petit peu pénible. Mais on va devoir payer 2%. 2%, Philippe Aghion, il met sa nature. C'est pénible. 10% sur le patrimoine, c'est sur le revenu. Je comprends bien. Ça va être gagné. Il faut que ça va aller un petit peu, parce que la inégalité entre elle est en train d'augmenter. Je finis. J'ai fini, on entend de parole, on va laisser. Il faudra laisser monsieur Aghion répondre en même temps. Je vais quand même dire quelque chose. Parce que là, on ne parle pas de l'impôt sur le revenu. Moi, je suis d'accord que ceux qui touchent plus de revenus payent davantage. Je suis aussi que pour ceux qui ont davantage de richesses accumulées, payent sur ça. Donc, je n'ai pas d'opposition à ça. Ce que je ne veux pas, c'est quelqu'un dont les richesses ne sont pas réalisées, qui démarre, qui essaie de construire, qui dit, moi, je vais investir le peu de cash flow, ou j'ai pas de cash flow, pour faire grandir mon entreprise. Je veux qu'il puisse faire grandir son entreprise, parce que sinon, on rate la révolution de l'IA. Et on rate vraiment cette tentative qu'on a pour la France de participer au rattrapage technologique de la France. Je voulais juste dire quelque chose. Il y a des alternatives. Moi, je vais vous en donner. Contribution différentielle sur les hauts patrimoines, hors outils de travail, touchant peut-être un plus grand nombre de contribuables. Why not? 2. Taxer les ressources non productives placées dans les holdings familiales. Why not? Rétablissement de l'ISF. Why not? Une Zuckman peut-être à 0,5 en exonérant les entreprises de moins de 10 ans. Moi, j'en ai des alternatives pour vous. Donc moi, je pense que l'idée de dire c'est ou mon truc à moi ou rien du tout, non. Moi, j'ai des alternatives, j'ai des moyens de mettre davantage à contribution les hauts patrimoines, mais d'une manière qui minimise l'impact négatif que ça peut avoir sur ceux qui portent les nouvelles technologies. Le gros problème, c'est que les innovations breakthrough, les innovations importantes dans le high-tech, ça se fait aux États-Unis et pas en Europe. Notre gros problème en Europe, c'est qu'on ne fait pas assez d'innovations breakthrough high-tech. On doit rattraper, c'est tout le rapport Draghi. Et toi, ce que tu veux faire, ça va nous faire aller dans le sens inverse du rapport Draghi. On doit rattraper les États-Unis et la Chine maintenant, qui sont en tête dans ces domaines-là. On ne va pas se tirer une balle dans le pied. Et alors, on peut, avec les trucs que je te dis, moi, faire un Zuckman à 0,5 en exonérant les entreprises de moins de 10 ans, ou une contribution différentielle sur les hauts patrimoines, aux outils de travail, et ou taxer les ressources non productives placées dans les holdings, et ou rétablir les ISF, tout ça me va très bien. Et donc, si tu veux, on est déjà, la France, le pays qui taxons le plus le capital avec le Danemark et le Luxembourg au monde. On n'est pas le Brésil et les États-Unis. On part d'un niveau où déjà on taxe beaucoup. Et toi, tu voudrais qu'en France seulement, qui est déjà le pays qui taxe le plus, allez hop, on te remet un truc où même des gens qui font des start-up vont devoir se casser les pieds à emprunter, à vendre à l'État, à faire venir des investisseurs d'ailleurs, etc. Tu comprends? Et c'est ça c'est ça qui n'est pas réaliste, Gabriel. Si tu fais ça, la France se tire une balle dans le pied dans un moment où elle doit se réveiller. C'est ça notre QVF. Alors, au moins que les faits de base soient rappelés. Il ne s'agit pas de venir taxer tous les Français. Il ne s'agit pas de venir surtaxer des gens qui seraient déjà taxés, puisqu'il s'agit de taxer 1800 personnes qui possèdent plus de 100 millions d'euros. Pas des entreprises et pas des gens qui payent déjà beaucoup d'impôts, puisque par construction, il s'agit d'un impôt minimum. Si vous payez déjà beaucoup d'impôts, vous n'allez rien payer de plus. Il s'agit de mettre un plancher et de dire vous ne pouvez pas tomber en dessous, si vous êtes au-delà de 1 milliard, vous n'allez pas pouvoir tomber en dessous de ce que payent les classes moyennes et les classes populaires. J'aimerais juste que tout le monde comprenne ça,
Parce que c'est facile de dire la France est très... C'est une question différenciale, ça n'a rien à voir la même chose. Mais ça n'a tellement rien à voir. Il ne s'agit pas de taxer les gens qui sont déjà taxés. Il s'agit de taxer seuls les gens extrêmement riches qui ne le sont pas, par définition. Et tu inclus dans les riches quelqu'un qui a une entreprise très valorisée, qui ne rapporte rien. D'accord, donc sur les 1800, il y a quelques dizaines de cas où il va falloir réfléchir à des modalités de paiement. Et il ne faut pas que ces dizaines de milliers de cas viennent, servir d'alibi pour ne pas taxer nos giga-milliardaires qui ont des dizaines de milliards ou 100 milliards, parce que c'est exactement ça qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est qu'on instrumentalise quelques exemples particuliers qui sont importants, qui sont des cas limites qu'il faut étudier, mais c'est pas ces personnes qui vont payer des masses importantes d'impôts, c'est vous savez qui, d'accord, les milliardaires qui ont 50 milliards, 100 milliards, 150 milliards. Donc c'est de là que les recettes vont venir. Donc l'important, c'est de s'assurer qu'ils payent. Et les modalités de prélèvement dans les cas rares mais réels où il y a des problèmes de liquidité, ils seront réglés. En fait, on se rend compte qu'ils ont un écosystème d'innovation aux États-Unis qui est excellent, même maintenant en Chine. D'abord, la recherche fondamentale est très bien financée. En Europe, elle est moins bien financée. Mais malgré ça, les innovations dont je parlais, qui sont très importantes et high-tech, elles citent beaucoup de papiers de recherche européens. Donc on a malgré tout, malgré le fait que la recherche européenne est moins bien financée, on arrive quand même à être très cité. Le problème, c'est que dès que quelqu'un invente en Europe, il part aux États-Unis. Pourquoi il part aux États-Unis? Parce qu'il a un environnement fiscal, réglementaire, il a du capital risque, il a des investisseurs institutionnels, il a un écosystème qui lui permet de grandir. Moi, j'ai vécu 20 ans à Boston, à Cambridge, Massachusetts, et prof à Harvard. J'ai vu défiler plein de consuls de France. Et moi, ils me disaient, vous savez que mon travail principal, c'est d'accueillir des startups françaises qui n'arrivent pas à grandir en France. Et elles viennent chez nous pour grandir. Donc nous, il faut qu'on ait un écosystème qui permette aux licornes de grandir en Europe. Alors que c'est chez nous qu'on fait l'innovation fondamentale. C'est ça le gros problème, c'est ça que dit Draghi. Un vrai marché, un écosystème financier, des vraies politiques publiques d'innovation. Le crédit impôt-recherche est mal ciblé, on en a parlé. L'éducation, c'est très important. Si on n'a pas un bon système éducatif, Xavier Jaravel l'a montré avec les Marie Curie, il faut que plein d'enfants, on a plein de phénomènes de Marie Curie perdus, de Einstein perdus, des enfants très intelligents, mais ils n'ont pas accès à l'enseignement, etc., de qualité, et ils ne peuvent pas devenir innovants. On a beaucoup parlé ici de l'attaque, mais moi je crois beaucoup à la croissance inclusive. Vous faites un bon système éducatif, ça vous fait à la fois de la croissance et de l'inclusion. Vous avez une bonne politique de concurrence, ça vous fait de l'innovation et de l'inclusivité. Vous avez une bonne flexi-sécurité. C'est tous ces domaines-là, c'est-à-dire qu'une croissance inclusive, c'est pas juste taxer les riches, c'est mettre en place toute une série d'outils qui fait qu'à la fois vous devenez plus inclusif et plus innovant. Concurrence, éducation, flexi-sécurité, ce qu'ils font dans les pays scandinaves, c'est des pays innovants et inclusifs. Et moi, je pense qu'il faut faire comme eux. Je pense qu'il faut faire là où ça marche. C'est des pays moins inégalitaires que nous et plus innovants que nous. Et je pense qu'il faut aller dans cette direction-là. Et c'est ça que je pense qu'il faut faire pour l'innovation. Donc, on est tout à fait d'accord. Il faut inventer un modèle qui, honnêtement, qui n'est pas le modèle américain, qui est très, très différent du modèle inégalitaire, avec sa dérive oligarchique et plutocratique. Donc quand on me dit, oh là là, regardez, il faut faire exactement ce que font les Américains, etc. Non, c'est vraiment, il faut inventer un modèle européen fondé sur la solidarité et la coopération. Et la solidarité et la coopération, ça commence, je suis désolé de vous le rappeler, mais ça commence par participer à la solidarité nationale en payant comme tous les autres Français un peu d'impôts. Mais on n'a pas le même point de départ que les États-Unis. Non, mais c'est pour ça que je ne repose pas une grande révolution fiscale. C'est vraiment une toute petite réforme de rien du tout. 2% sur 1800 foyers fiscaux. Je vous l'ai dit, c'est juste parachever ce qui a été commencé il y a un siècle. Il se trouve que les 1800 personnes en question ont vu leur patrimoine, grosso modo, augmenter de 6% du PIB. 10% du PIB, 200 milliards d'euros en 2010, à 42% du PIB. 1200 milliards d'euros aujourd'hui, en 15 ans. D'accord ? 1000 milliards d'enrichissement. Si vous sortez ce que vous appelez les biens professionnels, notion qui n'existe nulle part dans la littérature économique, qui n'existe dans aucun pays, qui a été créée au moment de la création de l'ISF, pour justifier d'exonérer
les plus grandes fortunes françaises de l'ISF. On a dit, oh, si vous possédez beaucoup d'actions dans une entreprise, plus de 20%, on va appeler ça bien professionnel. Ça n'a rien à voir avec le four du boulanger ou quoi que ce soit. C'est juste beaucoup d'actions que vous possédez. Et on va sortir ça de l'impôt sur les grandes fortunes. Quelle hypocrisie incroyable. Créer un impôt sur les grandes fortunes et dans le même geste, en sortir immédiatement, en exonérer immédiatement toutes les plus grandes fortunes de l'époque. Oui. On a fait cette erreur une fois, oui, mais on a le droit de se tromper une fois. Deux fois, ce serait inacceptable. Non, mais on peut remettre l'ISF. Donc ce que tu dis, c'est ça. L'ISF, c'était très mauvais. Si tu mets la contribution différentielle sur les hauts patrimoines dont j'ai parlé, l'ISF possiblement, et tu taxes les ressources placées dans les holdings, eh ben déjà, tu fais un long chemin dans la direction que tu proposes. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est les startups innovantes qui vont dans le high-tech, qui vont faire la révolution de l'IA. Je ne veux pas leur rendre la vie impossible. Je veux ces gens-là n'aient pas à partir aux États-Unis pour se développer. Je veux qu'ils puissent développer leur innovation en France et en Europe. Gabriel Zucman face à Philippe Aguillon, c'était donc mercredi après-midi au France Digital Day 2025 à Paris. La version intégrale de ce débat, 40 minutes, vous attend donc en bonus dans le flux audio du podcast des Voix de la Tech et en vidéo sur ma chaîne YouTube à l'adresse youtube.com/@benjaminvincentpro. À suivre ma troisième voix de la tech de la semaine, Éric Fontaine, cofondateur de Coconut.co, un service d'encodage et de transcodage vidéo créé à Marseille et dont 60% des clients sont américains. Il va me raconter cette révolution pour ce qui est considéré comme le couteau suisse de la vidéo. FFmpeg, depuis la version 8 sortie en juin, intègre Whisper, le moteur de transcription voix vers texte d'OpenAI. Alors, quelles conséquences pour tous ceux qui encodent, sous-titrent, traduisent des vidéos? Réponse à suivre avec Éric Fontaine. Éric Fontaine, bonjour. Bonjour Benjamin. Un plaisir de t'accueillir dans les Voix de la Tech cette semaine. Bah écoute, merci à toi. C'est moi qui suis flatté d'être là aujourd'hui. Je te présente en un mot. Tu es le cofondateur de Coconut, qu'on trouve à l'adresse coconut.co. Ta spécialité, c'est vraiment la vidéo, l'audio, l'encodage, le transcodage à grande échelle, on peut dire. C'est du B2B pour les gros acteurs du marché de la vidéo et de l'audio, c'est ça? Exactement, tu as tout à fait raison. On est sur un pur produit B2B. Et effectivement, notre cœur de métier, c'est le transcodage vidéo. Donc, pour les profanes, simplement, on va dire convertir une vidéo d'un format dans un autre. Alors, à ce titre, tu es un observateur très attentif des évolutions en cours dans ton secteur, tout à fait, et streaming. Et c'est toi qui as attiré mon attention sur un article vraiment passionnant signé d'un expert italien, Vittorio Palmisano, article consacré à une nouvelle incursion de l'IA dans FFmpeg. Alors, FFmpeg, c'est le couteau suisse de la vidéo. On va parler de transcription automatique, de sous-titrage automatique, y compris en direct, out of the box, comme disent les Anglais. D'abord, Éric, pour celles et ceux qui ne connaissent pas FFmpeg, est-ce que tu peux nous expliquer de manière très simple ce que c'est? Alors déjà, on va faire un petit, parce que ça fait du bien de le faire, un petit cocorico, puisque alors FFmpeg, comme tu l'as, ou FFmpeg, les deux appellations fonctionnent. Comme tu l'as dit, c'est le couteau suisse de la vidéo et on va dire du média en général. Donc je dis cocorico parce que ça a été créé par Fabrice Bellard en décembre 2000. Qui s'est parti sur un projet complètement, je dirais, passion. Et ça s'est transformé comme étant aujourd'hui l'outil principal de toute personne qui a travaillé de manière sérieuse dans, on va dire, la gestion média vidéo, média audio, média image. Parce qu'effectivement, comme tu l'as très bien dit, c'est un couteau suisse. Et ce qui est quand même assez hallucinant, c'est que des entreprises comme YouTube, comme Meta, comme Google, qui sont aujourd'hui des marques connues, reconnues dans l'univers tech, utilisent FFmpeg pour tout ce qui est la gestion, la transformation, la conversion de leurs fichiers, que ce soit des fichiers images, audio ou vidéo. Donc effectivement, on peut être fier de se dire que c'est Fabrice Bellard, donc un Français, qui est à l'origine de ce projet. Et aujourd'hui, comme je te le dis, il a été adopté, je dirais, dans le monde entier. Il faut quand même se le dire, c'est que c'est pas franco-français. Aujourd'hui, des États-Unis à l'Asie, tout le monde, TikTok, utilise FFmpeg pour la conversion de ces vidéos. Donc c'est assez incroyable à quel point c'est devenu un socle pour toutes ces entreprises.
Voilà, c'est le cœur hein, de quasiment tous les logiciels et services vidéo. Tout à fait, que ce soit des logiciels desktop, c'est-à-dire qu'on va télécharger sur son ordinateur Mac ou Windows et qu'on va, je dirais, utiliser de manière très locale, et également dans tout ce qui est de l'industrie cloud et le streaming. C'est-à-dire que, soyons très transparents, même Coconut, parce que ça fait 20 ans qu'on utilise ce produit, on a développé ce qu'on appelle un peu la secret sauce, la sauce secrète autour de ça. Mais le cœur même de Coconut s'appuie également, et on est tout à fait transparent d'ailleurs vis-à-vis de nos clients et autres partenaires, sur FMPEG. Alors certes, peut-être le préciser, c'est vrai que c'est important, c'est que c'est de la ligne de commande, c'est-à-dire que ce n'est pas un logiciel que tu vas utiliser de manière spontanée, hop, je le télécharge, je prends un fichier source au départ, un fichier source à l'arrivée, terminé, merci, au revoir. Non, ça va être c'est pas un logiciel grand public. Hein. Ouais. Tout à fait, ce qu'on appelle un CLI, donc c'est en ligne de commande, ce qui veut dire que tu dois taper des commandes, je dirais, bien précises, d'où, je dirais, une quantité d'options absolument gigantesque pour arriver à quelque chose de très fin en termes de gestion du média, qui est absolument hallucinant, et ça ne pourrait pas se faire au travers d'un logiciel desktop. Sinon, tu imagines, tu aurais un logiciel avec une quantité de checkbox et de paramètres qui serait absolument, pour le commun des mortels, entre guillemets, pas du tout facile à prendre en main. Donc, effectivement, c'est pour ça que c'est davantage l'apanage des professionnels ou alors de versions plus simplifiées qu'on met également pour des particuliers. Mais tu n'auras dans ce cas-là qu'une toute petite partie de l'étendue de tout ce que peut offrir FMPEG. Voilà, alors la beauté de FFmpeg, hein, moi je l'ai toujours appelé comme ça. Mais aucun problème. Parce que, alors je vais te dire, de mon côté, FFmpeg, et je fais un clin d'œil à Éric Lecomte, avec qui j'ai travaillé des années, c'était aussi le socle de la partie vidéo de Watch TV, la chaîne que j'avais créée en 2012. Tout le streaming, tous les flux qui partaient, en fait, reposaient aussi sur FFmpeg. C'est pour ça aussi que cette news m'a attiré l'œil, parce que la révolution, c'est donc l'arrivée progressive de l'IA dans FFmpeg. Alors, avec comme avantage que tous les logiciels, tous les services qui reposent dessus profitent, on va dire, de facto de ces nouveautés. Tout à fait, tout à fait. Alors, j'ai échangé avec Vittorio Palmisano, hein, j'évoquais son article. Il m'a rappelé que l'IA a commencé à arriver dans FFmpeg en 2018, ça fait donc quand même déjà 7 ans. Tout à fait. Mais la grande nouveauté de ce mois de juin, c'est l'ajout de Whisper, l'outil voice-to-text et donc de transcription d'OpenAI. OpenAI, c'est ChatGPT. Et donc, son intégration au cœur de FFmpeg, version 8.0. Alors, on va dire que c'est une nouvelle discrète qui passe un peu sous les radars, mais c'est une nouvelle qui est hyper importante pour tous ceux qui font de la vidéo, pour tous les youtubeurs, pour tous ceux qui ont besoin de faire de la transcription et du sous-titrage notamment. Aujourd'hui, on le voit, je pense qu'il n'y a pas une vidéo digne de ce nom sur le web, sur lequel, pour une raison très simple de reach, alors on va dire d'atteinte de son audience, une vidéo sans sous-titrage, ça n'existe plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est devenu hyper standard. Et effectivement, il faut du sous-titrage dans n'importe quelle vidéo qu'on va vouloir produire, tant, j'allais dire, en professionnel qu'en amateur, que les influenceurs, que le market, que la techno, peu importe, on a besoin de sous-titrage. Là où c'est intéressant, comme tu le précises, c'est que, en fait, FMPEG est en train de faire un peu, pas un virement, mais commence à s'orienter vers l'IA. Effectivement, ça fait un moment, mais là, de manière beaucoup plus concrète. Pourquoi? Parce que FMPEG a une spécificité, c'est qu'il ne fait pas appel à de l'externe. C'est-à-dire que lorsqu'on utilise FMPEG, on ne fait pas une requête, alors on va être un peu technique, j'espère que les gens vont comprendre, mais vont pas faire de requête API vers OpenAI ou ChatGPT. D'accord? Tout est encapsulé à l'intérieur d'FMPEG. Ce qui veut dire qu'effectivement, tu as tout à fait raison. En récupérant la dernière version, donc c'est la version 8 qui s'appelle Huffman, parce que toutes les versions d'FMPEG ont un nom, on peut, et d'ailleurs moi je l'ai testé, on peut utiliser comme ça, directement, le service Whisper dans FMPEG. Nativement, exactement. Ouais. Et ça, c'est très important parce que effectivement, c'est une fonctionnalité qui est quand même très importante, très utilisée. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'FMPEG, c'est des gens qui sont extrêmement brillants, qui sont là-bas, qui bossent là-bas. Et cette intégration,
elle fait sens à 200% pour les utilisateurs et pour les professionnels comme nous, par exemple, qui nous appuyons sur FMPEG, avoir un service comme Whisper directement disponible, c'est quelque chose de formidable. Qu'est-ce que ça change concrètement, Eric? Ça change qu'aujourd'hui, par exemple, nous, sur Coconut, on fait également de la transcription, parce que, comme on le disait, c'est quelque chose d'indispensable. La seule différence, c'est qu'avant, il fallait donc faire une partie purement dédiée au transcodage, à la conversion de vidéo d'un côté avec FMPEG, et ensuite, une fois que la vidéo est terminée, il fallait qu'on fasse une requête API chez OpenAI, donc chez ChatGPT, et en l'occurrence sur le service Whisper, de manière à ce qu'il analyse la vidéo et qu'ils se disent, bah, voilà, le texte associé à cette vidéo, c'est celui-ci, et donc il faut encore faire une passe pour intégrer ou pour générer un fichier externe avec le sous-titrage. Là, l'avantage, c'est que d'une seule façon, je dirais, et en une seule fois, ça te permet d'avoir et ta vidéo qui a été convertie et ton fichier de transcription qui a été généré. Donc, c'est un temps infini. En plus, tu peux ajuster parce que là, on parle de la version, je dis, on dit ça de manière globale, mais dans Whisper, à l'intérieur de FMPEG, tu as différents, comme le FMPEG le fait si bien, différents paramètres qui vont te permettre de gérer, par exemple, une traduction qui va être plus rapide, mais qui risque d'avoir quelques petites lacunes, on va dire, mais tu peux prendre plus de temps et avoir une traduction qui va être ultra performante. Donc, tu as tout, encore une fois, ce jeu de paramètres qu'offre FMPEG et qui va donc permettre à chacun d'atteindre, encore une fois, un niveau de finesse selon son besoin et selon on va dire, son activité, encore une fois, influenceur, marketing, tech, peu importe. Ouais. Sur la transcription, effectivement, on peut régler le curseur entre rapidité et précision. C'est ça. Au minimum, c'est 3 secondes de délai, hein, je crois. Mais tout à fait. La précision, elle est moyenne, on va dire. C'est ça. On peut se donner jusqu'à 20 secondes de délai, ce qui fait que du coup, il y a un décalage. Mais tout à fait. Au bout de 20 secondes, on a ce qui se fait de plus précis en termes de transcription. Exactement. En fait la question qui se pose réellement par rapport à ce que tu viens de dire, encore une fois, qui est tout à fait exact, c'est faire du live ou faire de la VOD. C'est-à-dire que si tu fais du live, forcément, un délai de 3 secondes, ça peut être acceptable, mais ça va être compliqué. Et le problème, c'est qu'effectivement, tu auras un résultat qui parfois peut sortir quelques erreurs. Très honnêtement, c'est marginal, il faut quand même se le dire. C'est-à-dire que ce qu'arrive à faire l'IA en 3 secondes, c'est absolument incroyable. Maintenant, si tu veux faire de la VOD, effectivement, et sortir un fichier qui va être clairement nickel, en fait, tu mets un délai, une latence plus importante qui va permettre à l'IA, entre guillemets, de réfléchir davantage et de te générer un fichier à la fin qui va être absolument, je dirais, d'une précision redoutable. N'oublions pas aussi, parce que c'est quand même assez incroyable, c'est que tu as une partie transcription et traduction. Ce qui veut dire que tu peux aussi adapter en fonction du langage. Soit tu peux mettre ça en auto, soit tu peux décider du langage dont tu as besoin. Donc, je te laisse imaginer, je dirais, les horizons que ça ouvre, encore une fois, en termes de, je dirais, déploiement, audience. Enfin, c'est colossal, c'est colossal. Et tout ça, encore une fois, j'allais dire gratuitement. Il ne faut pas l'oublier, c'est que ça fait partie du package FMPEG. Donc open source. Et open source, bien évidemment. Donc, ce qui veut dire que même si, encore une fois, c'est un outil qui est orienté tech, n'importe quelle personne qui souhaiterait mettre, je dirais, le nez dedans, s'y intéresser et faire des premiers tests, c'est tout à fait possible, c'est gratuit, c'est open source. Alors, donc, pour résumer, cette intégration de Whisper dans FFmpeg, elle va jusqu'à la création d'un nouveau fichier vidéo avec les sous-titres incrustés dans l'image. Tout à fait. Ou un flux de stream pour une diffusion live ou quasiment sous-titré en quasi temps réel, du coup. Hein. Quasi temps réel. Alors, c'est ce qu'il y a de plus, c'est normal, ce qu'il y a de plus dur à faire. Hein. Je veux dire, le live, on le sait, même en termes de ressources techniques, pour la partie stream, c'est toujours quelque chose de très compliqué parce que ça demande des ressources que la VOD, je dirais, avec le temps différé et le fait de ne pas être, je dirais, de pas avoir cette instantanéité, ça permet justement d'avoir ce délai qui va faire que ton fichier posera absolument aucun problème. Mais c'est vrai que, techniquement parlant, c'est tout à fait faisable. Et c'est quand même assez extraordinaire. Il faut quand même s'en rendre compte. Si on fait une micro-parenthèse IA, avec, on va dire, toutes les controverses qu'il peut y avoir actuellement sur ça pense pas, ça. Ok,
Mais pour moi, je dirais, l'IA est une révolution au même titre, je vais te dire la vérité, que l'ordinateur. Je parle même pas d'internet, je parle pas d'un iPhone ou d'un smartphone, on va dire. Pour moi, ça relève autant d'innovation et de perspectives pour le futur que ce qu'a été l'ordinateur. Pourquoi? Parce que c'est très simple, c'est transversal. Donc, comme c'est transversal, ça veut dire que ça touche à toutes les industries. Et on est sur une notion d'assistance, au même titre qu'un ordinateur a été un assistant. C'est ce que ça nous a permis, je dirais, les ordinateurs en termes de particuliers ou d'entreprises, c'est devenu un assistant, que ce soit pour écrire, que ce soit pour un tableur, que ce soit aujourd'hui avec tous les domaines applicatifs. Mais tout ça pour dire, c'est que cette IA, c'est quand même extraordinaire. Et je pense que pour FMPEG et pour l'IA, ça n'est qu'un début. Ça n'est qu'un début. Voilà. La seule difficulté, c'est que, comme je te le disais, étant donné que FMPEG se suffit à lui-même, tu ne peux pas faire d'appel externe à un autre service via une API. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas devoir utiliser FMPEG avec Whisper ou autre, ça peut être, imaginons un générateur d'images, par exemple. On pourrait très bien imaginer que le générateur d'images de OpenAI va être intégré dans FMPEG. Mais il faut que tout soit encapsulé dans FMPEG. Voilà. C'est important, parce que c'est leur philosophie. Ouais. Tu dis justement que c'est que le début. De quoi tu rêves pour la suite? Qu'est-ce qui serait vraiment à nouveau une autre révolution pour toi? Alors, j'allais dire, ce que permet l'IA, finalement, on va dire c'est très simple. Oui, en apparence, c'est très simple. C'est se rapprocher le plus possible du langage naturel. C'est-à-dire que aujourd'hui, comme je te disais tout à l'heure, FMPEG, ce sont des lignes de code. Ça veut dire que quand tu fais, c'est quelque chose qu'il faut écrire avec des paramètres, de manière à pouvoir, je dirais, effectuer une tâche. Demain, ce qui serait super, c'est finalement que tu aies une forme pourquoi pas de surcouche, qui fasse que tu puisses demander, je dirais, une tâche de manière très simple, sans avoir je dirais, à être peut-être un professionnel ou à avoir cette expérience. Bien sûr cette dimension de paramètres et de code serait toujours disponible, mais pourquoi pas demain avoir, encore une fois, voilà, une surcouche où tu pourrais demander en langage naturel d'effectuer quelque chose. Donc ça serait très bien. Pareil, et ça pourrait toucher n'importe quelle partie de FMPEG, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a l'édition de vidéos, l'édition d'images. Il y a plein de transformations. Comme tu disais en préambule que c'est un couteau suisse, c'est un couteau suisse. Et c'est un sacré couteau suisse. Donc, je veux dire par là, c'est que demain, si tu devais pouvoir, en langage naturel, pouvoir utiliser l'intégralité, presque sans le savoir. Il y a ce côté un peu, qu'on dit un peu black box, c'est-à-dire que les choses se passent sans que tu le saches. Mais si tu pouvais arriver pour certains, je dirais, forcément, ça ouvrirait, et c'est ça qui est formidable, ça ouvrirait encore davantage l'utilisation d'FMPEG qui aujourd'hui, comme on le disait, est quand même l'apanage des professionnels et des personnes qui ont un minimum d'affinité avec la tech. Demain, tu imagines, si tu commences à faire ça, et d'ailleurs c'est pour ça, soyons très clairs, que ChatGPT, ou du moins l'IA et les clients IA qui existent, ont autant d'écho dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a une telle facilité d'utilisation, il y a un côté tellement intuitif, comme on dit souvent dans la tech, que ça devient extrêmement facile à utiliser. Donc le rêve, ça serait ça. Ça serait ça. Eh ben, c'était très clair. Merci beaucoup, Éric Fontaine. C'était avec passionnant plaisir, Benjamin. de discuter d'IA, de Whisper, de FMPEG, je vais le dire comme toi, désormais. Je rappelle que tu es le cofondateur de Coconut.co. Je ne peux que vous conseiller d'aller jeter un œil sur le site si vous êtes dans ce monde de la vidéo pro. Merci Éric et à bientôt dans les Voix de la Tech. Merci Benjamin, à très bientôt. Retrouvez les Voix de la Tech, l'hebdo chaque fin de semaine, mais aussi La Dépêche, mon nouveau rendez-vous quotidien avec l'infotech, tous les jours à partir de 6h45. Un contenu inédit, directement lié à l'actualité tech, à écouter à l'heure de votre premier café pour rester en contact avec les Voix de la Tech. Si vous écoutez le podcast sur Apple Podcast, merci de déposer un avis, merci de laisser quelques mots bien à vous qui donneront envie à d'autres.
N'oubliez pas que vous êtes mes meilleurs ambassadeurs. Si vous aimez le podcast a besoin de vous et vos mots font toute la différence. Merci aussi pour vos partages, repartages, republications des posts des Voix de la Tech sur les réseaux, notamment LinkedIn et X, mais aussi sur Blue Sky, Instagram et Facebook. Partager et republier, c'est bien plus efficace qu'un like pour nous aider. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur toutes les grandes plateformes. Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music notamment. Vous aurez accès à toutes les archives. Et puis, pour écouter les interviews en totalité, la version intégrale des Voix de la Tech vous attend uniquement sur Apple Podcast et sur Spotify, avec cette semaine plusieurs dizaines de minutes supplémentaires. Enfin, ne manquez pas bien sûr la version vidéo des Voix de la Tech sur YouTube. Bon week-end, bon début de semaine. On se retrouve lundi dès 6h45 pour la dépêche et vendredi prochain pour l'hebdo. Ce sera le numéro 60. Salut à toutes et à tous.